tous. Merci au CIRIC et merci à Takeda de nous permettre donc de discuter de la maladie résiduelle. Donc, ce qu'on a voulu aborder avec le professeur Lemoine, c'est surtout l'approche conceptuelle et la mise en perspective avec la réalité clinique de ce que c'est que la maladie résiduelle, nos liens d'intérêt. Donc la maladie résiduelle, en fait, pour prendre l'exemple du cancer du poumon qui nous intéresse ce soir, eh bien, le cancer du poumon, dans l'ancienne classification stade 1, on voit que finalement, eh bien, les survies sans rechute pour les patients qui ont des tumeurs N0 sont plus faibles que ce qui serait attendu pour des tumeurs a priori de bon pronostic. Il y a à peu près 20% de rechute à 5 ans et c'est lié à la présence de cette maladie micrométastatique, ce qu'on appelle en fait en anglais la MRD. Qu'est-ce que c'est que la MRD? Si on retrace sur une échelle de temps l'évolution de la maladie, eh bien, la maladie est ici et lorsque on traite le patient, eh bien, le niveau de la maladie va diminuer jusqu'à atteindre un seuil infraclinique et non détectable en radiologie. Et puis après, lorsque le patient rechute, eh bien, ça redevient détectable, soit en imagerie, soit à la clinique. Et en fait, la MRD correspond à ce temps, finalement, où la maladie est toujours présente, mais reste silencieuse et non détectable. La question, c'est comment la détecter. Alors, il y a de plus en plus de techniques pour détecter la MRD. La première, c'est d'aller voir au niveau sanguin. Soit on peut aller chercher les cellules tumorales circulantes. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont actuellement en cours sur la détection des CTC avec une technologie qui est approuvée par la FDA, la technologie Cell Search. On peut les détecter soit sur la base d'un tri positif ou d'un tri négatif, soit sur la base de leur, en fonction de l'expression de marqueurs particuliers, soit sur la base de leurs propriétés physiques. Et puis après, en fait, on peut les utiliser à la fin pour soit sur la partie génomique, soit sur la partie protéomique, voire même pour des études chez la souris. Mais on peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut aussi détecter maintenant des vésicules circulantes qui vont être en fait des moyens de transport, notamment de matériel génétique pour une action à distance, ce que le cancer va sécréter, et notamment, c'est le cas des micro-ARN notamment. Et puis, on peut détecter ces cellules tumorales circulantes dans leurs interactions avec les cellules immunitaires. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est des clusters qui associent les deux. Et à l'intérieur, ces cellules tumorales circulantes sont protégées par les cellules immunitaires. Et c'est cette interaction qui est vraiment intéressante. On peut également détecter l'ADN tumoral circulant. Et c'est là où finalement, il y a le plus probablement de perspectives actuellement. On récupère l'ADN, on peut identifier des anomalies ponctuelles, des amplifications ou des délétions, mais aussi des anomalies épigénétiques. Ces technologies, en fait, sont de plus en plus pointues avec un seuil de sensibilité qui est de plus en plus important. Finalement, ici, on a un peu l'historique du développement de ces techniques de biologie moléculaire, avec les techniques les plus anciennes jusqu'aux techniques les plus récentes, qui permettent de détecter maintenant des seuils très, très bas de matériel circulant. Et en fait, finalement, c'est à mettre en corrélation avec leur usage potentiel en clinique, avec, eh bien, lorsqu'on avait des techniques qui étaient finalement moins sensibles, eh bien, il fallait beaucoup de matériel circulant et donc on était plutôt chez des patients métastatiques. Et puis, en fait, plus les techniques sont sensibles et plus on peut avancer dans l'histoire naturelle du cancer et détecter des seuils de moins en moins importants de maladies circulantes. Donc, si on se remet sur l'échelle de temps de l'évolution d'un cancer, eh bien, lorsque ce cancer évolue, ce qu'on appelle la MRD va augmenter jusqu'au moment où, par exemple, il va y avoir une chirurgie qui va permettre de la faire diminuer. Il y a une partie des patients qui vont être guéris de cette maladie, donc finalement où il n'y aura plus de maladies circulantes, de maladies résiduelles. Et après, il y a une partie des patients qui vont voir leur maladie résiduelle augmenter. Et finalement, actuellement, on n'est pas capable de déterminer quels patients sont totalement guéris des patients qui vont avoir cette évolution vers une reprogression. Lorsqu'on va appliquer un traitement, eh bien, ça va rediminuer. Et pareil, à ce moment-là, donc ça peut être l'exemple d'un traitement adjuvant, à ce moment-là, une partie va être guérie, une autre partie va voir sa maladie finalement évoluer avec un délai plus ou moins long jusqu'au moment de la progression. À quel moment est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc, cette maladie résiduelle, soit on peut l'utiliser pour le dépistage. Donc là, pour le moment, il y a plus de développement, mais ce n'est pas utilisé en pratique et on ne va pas s'étendre dessus.
Les développements plus importants et qui vont être montrés par le docteur Cousin et le docteur Duruisseau, c'est l'utilisation, notamment en post-opératoire, l'intérêt pronostique de la présence de cet ADN circulant, à la fois son taux, mais également sur un mode plus dynamique, la clairance de cet ADN circulant. On peut l'utiliser aussi pour discuter d'une désescalade thérapeutique, notamment pour les traitements adjuvants. Est-ce que le patient nécessite un traitement adjuvant ici ou est-ce qu'une surveillance simple suffit? Et le monitoring de la réponse au traitement adjuvant. J'ai pris 2 exemples. Alors d'abord pour le rôle pronostic sur le mélanome, donc un autre modèle de cancer, l'intérêt de l'ADN circulant avant chirurgie, donc on voit ici en bleu eh bien, que le fait de ne pas détecter d'ADN circulant avant traitement eh bien, est associé à une meilleure survie que chez les patients chez qui on trouve cet ADN circulant. Et lorsque les patients ont été opérés en post-opératoire, eh bien, on retrouve la même corrélation dans le mélanome de stade 3. Alors, ça sont des données qui sont importantes et qui sont, on va dire, optimistes et encourageantes. Il y a néanmoins un avertissement qu'on doit toujours avoir à l'esprit si on s'appuie sur l'histoire plus ou moins récente des biomarqueurs et notamment dans le champ du cancer, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'erreur du taux de base. C'est-à-dire, une façon de présenter cette erreur du taux de base, c'est quand on se trouve avec un test qui semble très sensible et très spécifique, ou qui est très sensible et très spécifique, mais dans le cas d'une maladie qui est très rare, le risque de faux positif, de façon très contre-intuitive, est extrêmement élevé. Donc en fait, il faut qu'on fasse attention à ça. Le schéma que vous voyez là représente un petit peu représente une forme de cette erreur du taux de base qui pourrait être importante avec ces technologies de l'ADN circulant. Le problème central, c'est en fait de savoir, c'est le fait qu'on ne sait pas, au fond, à quel point le fait d'avoir de l'ADN circulant est fréquent de façon générale dans la population. Juste pour prendre des exemples historiques que tout le monde pourra avoir à l'esprit, on voit découvert l'IP commence à être utilisé dans le cas du cancer de la prostate, on ne voyait pas comment possible le puisse être associé au cancer de la prostate. Et c'est ce qui s'est avéré être le cas ensuite. Donc, de la même manière, on ne voit pas à quoi d'autre pourrait être associé cet ADN tumoral circulant, mais il faut garder à l'esprit la possibilité qu'on puisse trouver cet ADN circulant sans avoir de cancer ou sans avoir de rechute possible, par exemple. Une autre utilisation de la maladie résiduelle, c'est une aide à la décision thérapeutique et c'est plutôt vers ça qu'on s'oriente, c'est ce qu'on recherche actuellement et c'est ce qu'on voit apparaître finalement dans certaines études actuelles. C'est notamment dans le cas du cancer du côlon de stade 2 chez des patients qui ont été opérés. Cette étude était très intéressante. En fait, ils ont randomisé les patients entre une stratégie classique de détermination du traitement, de l'indication du traitement adjuvant sur des critères cliniques et pathologiques. C'est ce qu'on fait actuellement, mais c'est vrai qu'on se rend compte que probablement on surtraite certains patients, soit d'utiliser justement cette maladie résiduelle détectable pour déterminer chez un patient qui a une maladie résiduelle le traitement adjuvant et chez des patients qui ne l'ont pas, une simple surveillance. C'était une étude de non-infériorité. Ce qu'on peut remarquer de manière assez intéressante, c'est que finalement, on a moins exposé les patients dans la stratégie déterminée par la maladie résiduelle à un traitement adjuvant. Donc, on peut s'attendre à ce que finalement, il y ait une perte de chance pour ces patients. Ce qui a été observé, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait d'avoir de l'ADN circulant ou de la maladie résiduelle détectable était associé à plus de rechutes. Donc, ça, pas de surprise. Mais par contre, pour cette étude de non-infériorité, on ne voit pas de différence de survie chez les patients qui ont été managés selon des critères clinico-pathologiques ou chez qui on a déterminé l'intérêt d'un traitement adjuvant sur la maladie résiduelle. Donc probablement quand même un intérêt dans l'aide à déterminer pour les situations où finalement en clinique, on n'est pas sûr, on n'a pas des critères formels, déterminer quel patient doit être traité et quel patient ne doit pas être traité. Si on revient à notre échelle chronologique, là où il y a le deuxième point où il y a aussi beaucoup d'intérêt, c'est vraiment de diagnostiquer la rechute, donc monitorer
à quel moment va arriver la rechute et à quel moment il faut traiter le patient, et puis faire un profiling génomique à la rechute. Ça, pour le coup, c'est ce qu'on fait actuellement en routine pour déterminer le profil mutationnel des patients. Déterminer quand survient la rechute. Ici, un exemple dans le cancer du sein, où, en fait, chez des patientes qui ont été traitées par chimiothérapie anti-HER2 et hormonothérapie, eh bien, ils ont monitoré sur l'anomalie de TP53. Donc, bien évidemment, il faut avoir une anomalie qui soit monitorable. Eh bien, ils ont pu voir que finalement, les anomalies réapparaissaient dans le sang, évoluaient dans le temps, et en moyenne, chez les patients, ça survenait, la détection de l'ADN circulant était faite 13 mois plus tôt que l'anomalie à l'imagerie, ici chez une patiente où en fait, il y avait déjà de l'ADN circulant à ce moment-là, et elle a rechuté plusieurs mois plus tard au niveau du foie. Donc effectivement, probablement un marqueur plus précoce de la rechute, et donc probablement un marqueur intéressant. Et enfin, ce qui sera montré également plus tard au décours de ce webinaire, c'est d'évaluer chez des patients qui sont en rechute, que l'on traite, la réponse au traitement, et puis sous traitement, de monitorer les mécanismes de résistance et de sélection clonale. Alors, en fait, ces nouvelles techniques vont peut-être permettre de rendre plus concrètes et plus réalisables on va dire, des concepts un peu innovants d'approches thérapeutiques nouvelles, notamment proposées par l'équipe de Gatenby aux États-Unis, dont je vais présenter ici juste quelques éléments. Alors, j'ai pris la photo au cours d'un colloque qu'on a organisé la semaine dernière à Arcachon. Donc, c'est présenté par un des participants ici, la technique ou, disons, l'approche théorique des thérapies d'extinction. Donc, Gatenby développe des essais cliniques, mais développe aussi des simulations pour essayer de trouver, disons, des approches innovantes en thérapie. Ces idées sont basées au fond sur la façon dont évoluent les cancers, c'est-à-dire en fait sur des approches évolutionnaires, donc aussi de façon plus large sur la biologie de l'évolution. Et son idée, ou l'idée qu'il développe, c'est d'essayer de voir comment on peut éviter le développement de résistance à des traitements en simulant en fait comment les populations de cellules tumorales peuvent évoluer. Donc là, vous voyez le schéma qui se présente derrière l'intervenant. L'idée, donc on ne tient pas compte là de la ligne pointillée, l'idée c'est qu'en fait la dynamique typique de la tumeur, c'est qu'il y a un point, c'est que généralement on arrête un traitement où on va changer de traitement à un moment qui correspond au nadir ou plutôt à la progression si vous voyez la ligne du temps ici, au moment où en fait on détecte à nouveau la tumeur, et à ce moment-là, bien sûr, on a déjà des cellules résistantes qui sont apparues et qui présentent une certaine hétérogénéité. L'idée, elle est très simple, ça serait tout simplement d'arrêter le premier traitement qu'on peut utiliser ici, vous voyez, qui est représenté par l'aire sous la courbe en bleu, au point qui est marqué optimal, pour changer pour un nouveau traitement, et éviter ainsi le développement de cellules résistantes. Alors, pourquoi je dis que c'est théorique? Parce que justement, il y a la ligne en pointillé, c'est-à-dire qu'en fait, on a la limite de détection qui est pas du tout qui évidemment est beaucoup plus élevée que ça. En fait, avec ces techniques d'ADN circulant, on pourrait faire baisser cette limite de détection et commencer à envisager ce type d'approche de façon plus réaliste. Donc, pour conclure, j'ai identifié plusieurs challenges en fait à l'utilisation de cette maladie résiduelle. Finalement, c'est quelque chose qui semble très intéressant sur le plan intellectuel, mais avec beaucoup de challenges pour l'application en routine. Le premier, c'est que en tout cas, cette maladie résiduelle et tout ce qui est circulant a un temps de transit qui est très court, de quelques heures. Et il y a des études qui maintenant montrent que tout ce qui est circulant est probablement rythmé avec un effet du cycle nictéméral, avec probablement un relargage plutôt la nuit ou en fin de journée. Donc la question, c'est est-ce qu'il va falloir faire ces prélèvements chez nos patients, mais plutôt sur la fin de journée ou aller les embêter la nuit, pour être sûr, eh bien, malgré le fait qu'on ait des techniques sensibles, être sûr d'avoir suffisamment de matériel. Les concentrations sont faibles, donc on a des technologies de plus en plus sensibles. Il va falloir
avoir des volumes d'échantillons plus importants. Et c'est le cas lorsqu'on se pose la question de l'intérêt de monitorer cette maladie résiduelle dans des situations de maladie précoce en place ou voire même de patients opérés. L'importance du préanalytique, on le sait pour les tissus et ça existe aussi pour tout ce qui est circulant. Le milieu de recueil, est-ce que c'est des tubes spécifiques, des tubes EDTA, la température, le délai d'acheminement qui va être très, très important. La question aussi, c'est est-ce qu'il faut faire des analyses focalisées sur certaines anomalies ou est-ce qu'il vaut mieux des panels assez larges, mais du coup plus coûteux et plus longs pour capter plus l'hétérogénéité tumorale et probablement ça va être différent en fonction des situations cliniques auxquelles on sera confronté. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Est-ce qu'il vaut mieux se focaliser sur l'ADN, sur les protéines, sur le méthylome? Est-ce qu'il faut faire du multiomique? Mais alors, c'est vrai que l'application en routine de tout ça, eh bien, c'est long, coûteux, donc ça peut être compliqué. Quel marqueur utiliser pour les cellules tumorales circulantes? Et puis, moi, mon regret, c'est que pour tout ce qui est ADN et CTC, c'est vrai qu'il n'y a pas d'éléments sur l'interaction cellulaire et notamment l'interaction avec le système immunitaire. On sait que des cellules tumorales circulantes isolées qui circulent dans le sang, elles ne vont pas survivre très longtemps, alors que si elles sont protégées par le système immunitaire, elles ont un potentiel de malignité qui est plus important, un potentiel de rechute plus important parce qu'elles sont protégées en fait dans le milieu sanguin. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est des technologies qui sont associées à des faux positifs et des faux négatifs. Un ADN tumoral circulant positif ou une maladie résiduelle présente, ça ne veut pas forcément dire rechute systématique. Il y a des situations où il peut y avoir une augmentation du relargage, et donc notamment la chirurgie, d'où l'intérêt vraiment de voir la clairance, donc plus au niveau dynamique. Et puis, lorsqu'il n'y a rien de détectable, ça ne veut pas forcément dire que le patient est guéri ou que la maladie est contrôlée, parce qu'en fait, ça veut peut-être dire que notre technologie n'est pas assez sensible ou qu'on n'a pas été au bon moment, au bon endroit. Et puis après, il y a la question du délai. Quel délai après chirurgie? La demi-vie dans le cancer du poumon du matériel circulant, c'est 35 minutes, donc c'est très très vite éliminé, alors que dans d'autres modèles tumoraux, c'est beaucoup plus long. Donc il est préconisé de faire des évaluations toujours dynamiques à 2 semaines, 5 semaines, puis à 3 mois. Est-ce que finalement seul ça suffit ou est-ce qu'il faut l'associer à d'autres techniques et notamment est-ce que le scanner est nécessaire ou d'autres technologies plus poussées? Et puis la question c'est, si j'ai du matériel circulant chez un patient, est-ce que finalement il faut que je le traite tout de suite? Ou est-ce qu'il faut que je le traite à la rechute clinique ou radiologique? Et ça sera toujours la question. Alors j'ai pris cet exemple qui n'est pas vraiment tout à fait pareil, mais c'est celui du cancer de l'ovaire où avait été évaluée une stratégie de traitement chez des patientes déjà préalablement traitées par chirurgie et chimiothérapie, traitement lorsque le CA125 augmentait ou lorsque les patientes présentaient une rechute, et bien finalement il n'y avait pas vraiment de différence. Maintenant, c'est le CA125, c'est un marqueur qui est non spécifique et c'est vrai que tout ce qui est maladie résiduelle avec les technologies qu'on a, on sera probablement dans du plus spécifique, mais ça pose quand même la question d'exposer des patients plus tôt, mais à des molécules potentiellement toxiques alors qu'ils ne sont pas forcément symptomatiques. Je vous remercie pour votre attention.